Bonjour, bonjour. Alors, cours du mardi 19 mai. Et donc, on va reprendre là où on en était resté, c'est-à-dire après le baromètre et le tube en U. Ok. Allô? Oui. Écoutez, qui c'est qui parle là? Hein? Tu parles avec qui là? C'est qui parle? Bon, s'il vous plaît, arrête de parler. Putain, c'est pas possible. Si vous ouvrez votre micro, c'est pour parler avec moi, c'est pas pour parler entre vous. D'accord? Je t'avais pas mis un petit. Oui, donc je dis que vous n'avez pas cours, pour la simple et bonne raison, c'est moi ça? Je vais péter un câble si vous continuez. Qui c'est qui continue de parler dans le micro? Hein? C'est toujours pas moi. Oui, je sais que c'est pas toi. Bon, ok. Bon, arrête de mentir, mec. Zachary! Arrête de causer dans le micro si c'est pas causer pour causer dans le cours. S'il te plaît. Ok? Ah, madre de Dios, c'est pas possible. Alors, on commence avec cette histoire. Voilà. Donc, qu'est-ce qu'on avait vu la semaine dernière? On avait vu le cas du tube en U. Ok? Tube en U dans lequel on peut avoir deux liquides différents. Alors, si je mets deux liquides différents, eh bien, supposons que ces deux liquides, qui seront évidemment non miscibles, parce que s'ils se mélangent, après, ça vous fait un seul liquide. Si vous avez deux liquides différents, par exemple, ici un liquide 1, ici un liquide 2. Déjà, est-ce que vous pouvez me dire lequel des deux a la masse volumique la plus faible? Si les liquides se mettent comme ça, il y en a un des deux qui a nécessairement une masse volumique plus faible, c'est lequel? C'est le 2. C'est le 2. Effectivement, la masse volumique du 2 est nécessairement plus petite que la masse volumique du 1 dans ce cas-là. Pourquoi? Eh bien, vous appliquez le principe de Pascal, et vous savez que le principe de Pascal, vous devez toujours l'appliquer à une hauteur donnée. Le principe de Pascal vous dit que la pression dans un même liquide et à une même profondeur est égale. Okay? Donc là, vous vous situez dans le premier liquide. Si vous mettez ici votre repère entre les deux liquides, bah vous êtes encore dans un des liquides, enfin vous êtes dans les deux si vous voulez, mais vous êtes encore dans celui-là. Donc vous pouvez dire que dans le même liquide 1, à la même hauteur, on a les mêmes pressions. Okay? Donc P1 est égal à P2. Et après, ces pressions, elles résultent de quoi? Bah, évidemment, il y a la pression atmosphérique, mais elle s'exerce sur les deux bouts du tube, donc elle se compense, on ne va pas s'en occuper. Et puis, la pression P1, elle est donnée par cette colonne de liquide là. Cette colonne a une hauteur H1, donc ça, ce sera ρ1 GH1, la pression partielle de ce reste de liquide là, au-dessus du niveau de référence, c'est ρ1 GH1. Et puis la pression 2, eh bien, si cette hauteur-là, on l'appelle H2, ce sera ρ2 GH2. Okay? Et puis le G s'élimine, ce qui veut dire que le tube se comporte de la même manière sur n'importe quelle planète. Et vous avez que ρ1 H1 égale ρ2 H2. Autrement dit, si la hauteur est plus grande, ça veut dire que le ρ est plus petit. Okay? Alors ça, c'était l'application de Pascal au tube en U. Maintenant, on a vu que le baromètre, c'était un tube en U très particulier. Qu'est-ce qu'il avait de si particulier, le baromètre? Vous vous souvenez? Non. Qu'est-ce qu'il a comme particularité, le tube en U du baromètre? Eh bien, le tube en U du baromètre, il est fermé à une des extrémités
et il est ouvert à l'autre. D'accord? Il n'est pas terrible mon dessin, mais vous comprenez. C'est un tube qui est fermé là-haut. Ok? Et puis avec ce tube, qu'est-ce que vous faites? Eh bien, vous le remplissez complètement de mercure. Vous prenez une cuve pleine de mercure. Vous trempez votre tube dedans de manière que le tube se remplisse entièrement de mercure. Entièrement. Et puis ensuite, vous bouchez avec un doigt. Vous ressortez votre tube, vous le mettez verticalement. Et il y a un peu de mercure qui va déborder. Et ensuite, le mercure va se stabiliser. Okay? Donc, il va arriver jusqu'à l'ouverture. Et puis, il va se stabiliser à une certaine hauteur H de mercure. Et ce qui est très important, c'est que là, le tube est fermé. Donc, qu'est-ce que ça veut dire pour ce qu'il y a dans le bout du tube? Qu'est-ce qu'il y a dans le bout du tube, vu que le tube est fermé? Allô, allô? Il y a de l'air? Mais non. Du vide? De l'air, je sais pas. Il y a du vide. Comment veux-tu qu'il y ait de l'air, puisque tu as rempli ton tube complètement avec du mercure, et ensuite tu l'as retourné, le niveau est descendu. Mais il n'y a pas d'air qui est entré. C'est justement ça le truc. Ok? Ici, en haut, il n'y a pas d'air, il y a du vide. Autrement dit, on n'a pas la pression atmosphérique ici à la surface. On a la pression atmosphérique ici, à l'endroit où le tube est ouvert, mais de l'autre côté, on n'a pas la pression atmosphérique et on a uniquement cette colonne de mercure qui fait une certaine hauteur. D'accord? Alors, comment est-ce qu'on calcule la hauteur de la colonne de mercure? Eh bien, on applique le principe de Pascal à ce niveau-là, okay, au niveau de la fin du mercure de ce côté ici. Et puis, d'un côté, la pression qui s'exerce là-dessus, c'est la pression atmosphérique. Et de l'autre côté, la pression qui s'exerce, ce sera quoi? Allô, allô? Pas tous à la fois. Bah, de l'autre côté, vous allez avoir la pression partielle de cette colonne de mercure. Okay? Donc le poids de cette colonne de mercure qui s'exerce sur cette surface-là, ça va compenser la pression atmosphérique. Et quelle est la pression partielle de cette colonne de mercure? Eh bien, c'est donné par la formule de la pression partielle, c'est la masse volumique du mercure. Le symbole chimique du mercure, c'est Hg pour des raisons obscures. Et le G, c'est le G terrestre. Le H, c'est la hauteur de mercure. Ok? Donc, je peux calculer la hauteur de mercure en faisant quoi? En prenant la pression atmosphérique divisée par la masse de mercure, par le ρ du mercure fois G. Je peux calculer de cette manière la hauteur de la colonne de mercure. On le fera tout à l'heure. D'accord? Donc retenez que le tube en U, c'est très joli, c'est ouvert des deux côtés. Le baromètre, c'est complètement différent. C'est fermé d'un côté. Okay? Donc il n'y a pas de pression d'un côté. Il n'y a que la pression partielle du mercure. Cette pression partielle du mercure compense la pression atmosphérique et ça donne donc une manière de mesurer la pression atmosphérique. C'est-à-dire que quand la pression atmosphérique augmente, eh bien la hauteur de la colonne de mercure va augmenter. Et puis quand la pression atmosphérique descend, la hauteur de la colonne de mercure va descendre. Et ici, on a une échelle qui nous permet de lire les valeurs. On lit la hauteur de la colonne et ça nous donne une mesure de la pression atmosphérique. Ok? Alors ça, on l'a fait avec du mercure. Et donc maintenant, je vous propose qu'on fasse directement l'exercice 3.5, que je ne vous avais pas donné en devoir, mais cet exercice-là, c'est justement le calcul de la hauteur de mercure que vous avez dans un baromètre. Ok? On vous dit ça dans un baromètre à mercure, sachant que la masse volumique du mercure est de 13 590 kg par mètre cube, donc c'est 13,59 fois plus lourd que l'eau. Hein, vous prenez 1 litre de mercure, ça pèse 13,6 kg, alors que 1 litre d'eau, ça pèse 1 kg. D'accord? Quelle est la hauteur de la colonne de mercure si la pression atmosphérique
est de 1 atmosphère, c'est-à-dire 101 300 pascal. Comment est-ce qu'on fait ce calcul? Alors, vous voulez essayer de le faire ou on le fait ensemble? Allô, allô? Ensemble. Hein? Ok. Donc, on va utiliser l'équation qu'on a dérivée tout à l'heure. La pression atmosphérique, c'est donc compensé par la pression partielle de la colonne du mercure. Et donc, la pression atmosphérique doit être égale à ρ mercure GH. Bon. Maintenant, je refais ce qu'on faisait tout à l'heure, c'est-à-dire que j'inverse la formule pour isoler le H. Donc, je dois diviser par ρ mercure et par G. Ok, donc ça, c'est pression atmosphérique sur ρHg fois G. Alors, est-ce que les unités sont bonnes? Est-ce que je travaille dans des unités du système international? Oui, la pression est en pascal. Le ρ du mercure, je vais le mettre en kilo par mètre cube, c'est bien l'unité que j'ai là. Et puis le G, je vais le mettre en newton par kilo, ça ira aussi. Ok, donc la pression atmosphérique, on a dit, c'est 101 300 pascal. C'est ici, c'est la pression moyenne au bord de la mer. Donc ça, c'est le calcul de la hauteur de mercure au bord de la mer pour la pression moyenne, évidemment. Okay. Je divise ça par le ρ du mercure, c'est-à-dire 13 590, fois G, je prends la valeur précise pour une fois, puisque je suis en train de faire un calcul, qui me donne 9,81. Alors, combien est-ce que ce calcul nous donne? Eh bien, je fais 101 300 divisé par 13 000. 101 300 divisé par 13 590 divisé par 9,81. Et ça nous donne 0,759 mètres, c'est-à-dire environ 76 cm. Vous pouvez retenir comme valeur de la hauteur moyenne d'une colonne de mercure, environ 76 cm. Et ça, évidemment, c'est une contrainte pour l'instrument. Donc, tous les baromètres à mercure qui existent, ils mesurent au moins, disons, 80 cm de haut, parce qu'il faut laisser un petit peu de place pour si la pression augmente. Et puis, quand vous prenez le socle en bois qui est autour, etc., c'est des instruments qui font à peu près 1 mètre de haut. D'accord? D'une hauteur que vous ne pouvez pas changer. Ok? Vous avez compris ça? Ça va? Allô, allô? Ok. Maintenant, l'exercice 3.4 que je vous avais demandé de faire pour aujourd'hui et que, évidemment, vous avez tous fait avec application, je le sais. Cet exercice-là, il consiste à dire, ok, et si je voulais faire un baromètre avec de l'eau, est-ce que ça marcherait? Et puis, quelle serait la hauteur? Ok? Alors, qu'est-ce que vous en pensez? On peut faire un baromètre avec de l'eau? Pas d'avis? S'il y a de l'eau, il y a du vide, non? Ça enlève le vide. Ça change pas grand-chose. Tu fais le même tube. Alors, je ne sais pas de quelle longueur sera ce tube. On va le calculer. Ok. Ici, tu as toujours la pression atmosphérique. Et puis, à la même hauteur, maintenant, tu vas avoir non pas une colonne de mercure, mais une colonne d'eau. Ok. Donc, tu auras une certaine hauteur. Et le ρ que tu vas devoir appliquer, c'est le ρ de l'eau. Mais le calcul, c'est exactement le même qu'ici. C'est-à-dire qu'on pose que la pression atmosphérique, c'est le ρ de l'eau fois G fois H. La pression atmosphérique, c'est la même qu'avant, 101 300. Donc vous voyez que si on diminue le ρ de l'eau, eh bien, on doit augmenter le H pour trouver la même valeur de la pression. Okay. Le ρ de l'eau, on le diminue d'un facteur 13,6. Donc le H, en fait, il va être multiplié par 13,6. Moins vous prenez un liquide dense, plus la hauteur de votre baromètre sera grande. Alors on va calculer la hauteur du baromètre avec de l'eau. C'est le même calcul qu'en bas. C'est la pression atmosphérique divisée par le ρ de l'eau fois G.
Ok, la pression atmosphérique, c'est toujours 101 300. Maintenant, le rho de l'eau qu'on vous donne dans l'exercice, c'est 998. Pourquoi pas? Des fois, on donne 998, des fois, on en donne 1000. Et tout ça dépend un peu de la température de l'eau. Et puis, fois G qui vaut donc 9,81. Alors, si je fais ce calcul, vous pensez que je vais trouver combien à peu près? 101 300 divisé par 998 divisé par 9,81, ça me donne 10,34 mètres. Ok, 10,35. Donc, si vous voulez faire un baromètre avec de l'eau, vous pouvez. Il n'y a aucun problème. Simplement, comme l'eau est beaucoup moins dense que le mercure, eh bien, la hauteur du baromètre sera beaucoup plus grande. Vous devrez avoir un baromètre qui fait plus de 10 mètres de haut pour pouvoir mesurer la pression atmosphérique. Ça veut dire que vous allez installer le bas de votre tuyau, au pied de l'immeuble, par exemple, et puis si vous habitez au 3e étage, eh bien, au 3e étage, il y aura le haut de votre baromètre, et là, vous pouvez lire votre valeur. D'accord ? Est-ce que vous pensez qu'il sera précis, ce baromètre? Qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce qu'il sera plus précis que le baromètre à mercure ou moins précis? Moins précis. Pardon? Moins précis. Moins? Pourquoi moins? Pourquoi moins? Ah non, mais si c'est plus grand, ça veut dire que c'est plus précis, non? Voilà, c'est plus grand, donc les variations de hauteur du baromètre seront plus grandes. Donc tu pourras mettre sur le tuyau de ton baromètre, sur le haut du tube en U bouché, tu pourras mettre une échelle de mesure qui est beaucoup plus détaillée, beaucoup plus fine. Donc en principe, un baromètre à eau, ça marche mieux qu'un baromètre à mercure. Mais après, il y a toutes sortes de problèmes. Par exemple, il y a le problème que l'eau, ça s'évapore facilement, alors que le mercure, ça ne s'évapore pas trop. Okay? Donc l'eau va s'évaporer, le baromètre il va sécher, puis avec le temps, il n'y aura plus assez d'eau dans le baromètre pour le faire marcher. Donc il faut peut-être mettre un système ici qui empêche l'eau de s'évaporer. Par exemple, vous pourriez mettre une toute petite couche d'huile au-dessus de l'eau, des choses comme ça, okay, pour éviter que ça s'évapore. Mais vous pouvez faire un baromètre avec de l'eau. D'ailleurs, je vais vous montrer une expérience, j'y pense à l'instant. Donc je vous demande de rester 2 secondes en ligne et je vais aller à la cuisine chercher quelque chose. J'ai juste besoin d'un peu d'eau. Attendez-moi, j'arrive. Alors, je suis en train de mettre de l'eau partout. Je vais bouger la caméra. Alors si je... Attendez, parce que là c'est un peu compliqué maintenant. Si je bouge... Voilà. Là, en principe... Voilà, vous me voyez. Ok? Sur la table, j'ai un verre d'eau. Ok? Et puis, je me proposais de vous montrer l'existence de la pression atmosphérique. Attendez, je vais revenir à mon verre d'eau. Avec ce verre d'eau, ok? Alors, qu'est-ce que je peux faire avec ce verre d'eau? Eh bien, si je le mets à l'envers, le verre d'eau, il va se passer quoi, vous pensez? Si je le mets à l'envers. Il y a l'eau qui coule. Il y a l'eau qui va couler. D'accord. Alors maintenant, on va faire une expérience. Je vais prendre un bout de carton. J'ai trouvé un bout de carton chez moi. Tout bête, que je déchire. Ce bout de carton, je le mets à la surface de l'eau et je vais retourner le verre. Vous voyez, attendez, il faut que je me mette face à la caméra. Voilà, vous voyez, j'ai un doigt dessous, je tiens le carton. Qu'est-ce qui se passe si j'enlève mon doigt? Qu'est-ce qui va se passer? L'eau, elle coule. Ah ouais? Elle du verre. Ah ouais? Elle sort du verre, l'eau? Vous voyez là? Vous voyez là? Je tiens plus rien. Il y a de l'eau dans le verre, il y a une feuille en bas. Ok? Comment est-ce que ça tient cette histoire? Oh merde! Voilà, et ben voilà.
Au bout d'un moment, évidemment, ça ne devient pas étanche et puis il y a tout qui est tombé. Et puis j'ai mis de l'eau partout. Ok? Mais vous avez vu que pendant un moment, le papier a tenu. Pourquoi est-ce qu'il a tenu? Qu'est-ce qu'il y a qui s'exerçait par-dessous le verre? Qu'est-ce que c'était? De la force. Quelle force? C'est la pression atmosphérique. Pesanteur, non? Non, la pression atmosphérique. Alors la pesanteur, elle s'exerçait vers le bas. Et puis la pression atmosphérique, elle s'exerçait vers le haut. Et puis s'il y a juste C'est ce que je voulais dire, atmosphérique. Voilà. Et s'il y a juste 10 cm d'eau, bah, écoutez, il faut que j'aille chercher une serviette parce que j'ai mis de l'eau partout. Ça, c'est normal. Aucun souci. Pour quiconque me connaît un peu, le fait que je mette de l'eau partout en faisant des expériences, c'est tout à fait normal. Alors, voilà. Donc, il faut que je sèche tout ça. Là. Ah là 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 là. Le père Lucchesi. Ok? Et donc, si je fais cette expérience, non pas avec 10 cm d'eau comme je l'ai fait, mais avec 1 mètre d'eau, ça va marcher encore ou pas? Qu'est-ce que vous pensez? Oui. Ouais, et ça va marcher jusqu'à combien de mètres d'eau cette expérience? Je sais pas. Bah, réfléchis à ce qu'on vient de faire. Jusqu'à 10 mètres d'eau? Eh oui, jusqu'à 10 mètres d'eau. Alors évidemment, avec 10 mètres d'eau, ça va devenir un peu délicat. Ok? Mais en Ça va être principe, trop lourd, non? en principe, pardon? Ça va être trop lourd, non? Non, bah avec 10 mètres, les forces vont s'équilibrer, ça ne va pas tenir. Mais en principe, jusqu'à 9 mètres d'eau, tu peux faire ça. Et puis la pression atmosphérique, elle est capable de tenir 9 mètres d'eau. Okay? Si on fait maintenant un petit schéma pour essayer de comprendre cette expérience que j'ai fait avec le verre, hein, laissez-moi trouver un bout de papier, ça devient rare. Parce que mon stock de papier est en train de diminuer, je ne suis toujours pas allé en acheter. Faisons un petit schéma. Attendez que je remette tout ça correctement. Là, voilà, là vous êtes dans le bon sens, je crois. Ok? J'ai pris mon verre, je l'ai rempli d'eau à ras-bord. Ensuite, j'ai posé dessus cette feuille de carton et j'ai retourné le verre. Comme ça. Ok? Et j'avais ma feuille de carton qui était là. Quand le verre était retourné comme ça, qu'est-ce qu'il y avait comme force qui s'appliquait sur le système? Sur la feuille de papier. Qu'est-ce qu'on avait comme force? Force de gravitation. Alors, effectivement, l'eau qui est ici, elle a une force de pesanteur ou de gravitation, comme tu veux, qui agit vers le bas. Ok? Et ça, bah, cette force-là, divisé par la surface ici du verre, ça donne une pression. Donc la pression, c'était la force de pesanteur divisée par la surface. D'ailleurs, on peut la calculer, cette pression. On peut faire une estimation. Il y avait combien d'eau dans le verre? C'est un verre, allez, il fait 1 décilitre ce verre, d'accord? À peu près. On va dire 1 décilitre. Ok? 1 décilitre d'eau, c'est 0,1 kg d'eau. Et 0,1 kg fois G, ça fait combien? À peu près. Ça fait combien? 0,1 fois G qui vaut environ 10, ça fait 1. Ok? Donc la force, elle était d'environ 1 newton. Et la surface du verre, elle est de combien la surface du verre? Hein? Le rayon du verre, c'est 2,5 cm, ça, on va dire 10 cm carrés. On va pas y passer 3 jours, ok? On va dire 10 cm carrés. 10 cm carrés, ça fait combien de décimètres carrés? Bah, j'enlève 2 zéros, ça fait 0,1 décimètre carré, et j'enlève encore 2 zéros, ça fait 0,001 mètre carré. 0,01 mètre carré. 1 sur 0,01, ça fait 1000. Okay? Donc il y a une pression à l'intérieur de l'eau, au niveau de ma feuille de carton, de 1000 pascal. Okay?
Et puis en dessous, il y a combien de pression en dessous de la feuille? Qu'est-ce que vous pensez? Est-ce qu'il y a une pression en dessous de la feuille ou pas? Et la pression atmosphérique. Il y a la pression atmosphérique, exactement, qui agit vers le haut. Et cette pression atmosphérique, elle est de combien? Combien elle vaut, la pression atmosphérique, à peu près, à Genève maintenant? Je sais pas. Oh, mais ça fait des semaines qu'on en parle, qu'on dit que la pression atmosphérique moyenne, c'est environ 100 000 pascal, que la pression au bord de la mer, c'est 101 300. La pression qui agit en dessous, c'est 100 000 pascal. Donc vous avez 1000 pascal de pression au-dessus de la feuille de carton, parce que le verre contient une petite quantité d'eau et que ce verre ici, il est fermé, donc il n'y a pas la pression atmosphérique qui s'exerce, ok? C'est la même histoire que le baromètre. Et puis en bas, on a 100 000 pascal. Donc c'est clair que le bout de carton, à moins qu'il se mouille et puis qu'il se plie, etc., ce qui est arrivé au bout d'un moment, le bout de carton, il va tenir contre le verre. Si j'ai 10 cm d'eau, j'ai 1000 pascal. Si j'ai 1 mètre d'eau, bah, j'aurai 10 000 pascal, 10 fois plus. Et si j'ai 10 mètres d'eau, là, j'aurai 100 000 pascal de pression dans l'eau, 100 000 pascal en bas. Là, les pressions sont les mêmes, donc le carton, il ne va pas tenir, il va tomber. Ok? Mais en principe, cette expérience-là, vous pouvez la faire avec 3, 4, 5, 6 mètres d'eau, ça ira très bien. Il faut juste que le récipient soit bouché à l'autre bout. D'accord? Ah, vous pouvez essayer cette expérience chez vous, si vous voulez. Hein. Vous prenez un verre, vous le remplissez d'eau, vous le retournez, j'ai pas envie de mettre de nouveau de l'eau partout, vous mettez quelque chose dessus. Si vous mettez quelque chose de rigide en plastique, ça ira mieux. Vous le retournez et puis vous verrez que l'eau, elle tient dans le verre. Hein. Essayez de le faire pour la prochaine fois. C'est toujours une expérience rigolote à faire pendant les repas de famille. Évitez de la faire avec du vin parce que ça tâche. Faites-la plutôt avec de l'eau. Ok? D'accord? Bon. Maintenant, on va faire rapidement ces deux exercices-là. À moins que vous ayez encore des questions. Non. Ok. Alors, exercice 3.6. Pour quelle raison le liquide choisi dans un baromètre est généralement du mercure? Donc, en principe, avec ce dont on a parlé, vous devriez être capable de me le dire. Hein? C'est quoi la raison pour laquelle on utilise du mercure? Ça s'évapore pas facilement. Oui. Mais plus que ça, c'est surtout le fait que on a calculé la hauteur de la colonne de mercure, c'était 76 cm. Et puis, on avait vu que si on utilise de l'eau, la hauteur, c'est 10,35 m. Ok? Donc, quel est l'avantage du mercure? Quel est l'avantage? Le baromètre, il n'est pas très grand. Voilà. Ça permet de construire des baromètres qui ne sont pas trop hauts et qui peuvent bien se fixer à un mur. D'accord? C'est tout simplement ça. Ok? Le baromètre à mercure n'est pas trop haut et donc on peut en faire un instrument de laboratoire. Dans le même esprit, l'exercice suivant, ok, c'est un exercice de discussion. Tout sapeur-pompier qui se respecte vous dira qu'il est impossible d'effectuer un pompage d'eau par aspiration sur une dénivellation supérieure à 10 mètres. Ah, alors qu'est-ce que c'est cette histoire? Imaginez que vous avez un puits, ok, que au fond de ce puits il y a de l'eau, et puis que vous voulez aspirer l'eau. Et puis, supposez que votre puits, il fait 20 mètres de profondeur. Et on va supposer que vous voulez aspirer l'eau en mettant là à l'intérieur un tuyau qui initialement est vide. Et puis ici, vous avez une pompe
qui aspire. Okay, donc la pompe, elle va prendre l'air et ensuite l'eau qu'il y a dans le tuyau, mais disons qu'au début, elle prend l'air parce qu'il y a de l'air dans le tuyau. Alors, qu'est-ce qui va se passer si vous faites tourner votre pompe? Qu'est-ce qui va se passer? Bah, une pompe, c'est un système, vous pouvez voir une pompe comme un système qui fait baisser la pression à un endroit dans le circuit. Une pompe, elle va diminuer la pression. Okay, si elle diminue la pression, ça veut dire que là, on a la pression atmosphérique qui agit sur le liquide, et puis dans le tuyau, on aura moins de pression. Donc ce qui va se passer, c'est que l'eau, elle va commencer à monter dans le tuyau. Mais elle va monter jusqu'où, l'eau? Eh bien, dans le meilleur cas, l'eau, elle va monter jusqu'à 10 mètres de hauteur. Et puis après, vous ne pouvez pas aller plus haut, parce que même si vous avez une pression nulle dans le tuyau, c'est-à-dire que si votre pompe est d'excellente qualité et qu'elle marche à fond, etc., ben, ce n'est pas évident d'avoir une pression nulle avec une pompe, okay, même si votre pompe est excellente, à son régime maximum, elle pourra faire monter l'eau qu'à 10 mètres. Parce qu'en fait, la pompe, elle ne tire pas l'eau vers elle. La pompe, elle diminue la pression au-dessus de l'eau, et l'eau, elle monte là-dedans parce qu'elle est poussée par la pression atmosphérique. D'accord? Ça marche? Oui. Il n'y a que toi qui dis oui, puis tous les autres, ils sont en train de faire quoi? Soche, qu'est-ce que t'en penses? Hein? Qu'est-ce qu'il dit, Soche? Il est en train de suivre ou pas? Bon, bref. Je vais rapidement passer sur la presse hydraulique parce que j'aimerais me concentrer sur la force d'Archimède par la suite. Okay, alors, ça c'est une autre application du principe de Pascal, c'est la presse hydraulique. Vous avez déjà vu des presses hydrauliques, vous avez peut-être déjà regardé ces vidéos amusantes de mecs qui s'amusent à foutre n'importe quoi dans une presse hydraulique et à regarder ce que ça donne. Bon, une presse hydraulique, c'est un gros piston qui peut exercer une force gigantesque sur les objets pour les écraser, pour les aplatir, etc. Alors on utilise les presses pour former des pièces. Par exemple, on prend une feuille d'acier et on la met sous une presse qui est beaucoup plus grande que celle-là, qui a la forme d'un morceau de carrosserie. Eh bien, la feuille d'acier, elle prend la forme du moule, elle prend la forme de la pièce de carrosserie. C'est comme ça qu'on fabrique les pièces de carrosserie. Okay, mais pour obtenir une très forte pression sur un des pistons, il faut bien qu'on donne cette pression au système. Alors ici, vous avez un modèle de presse hydraulique. Hein. Ça, c'est une presse qui n'est pas là pour écraser des choses, mais qui est là pour soulever des charges lourdes. Donc là, j'ai fait un dessin qui n'est pas très réaliste, mais c'est pas comme ça que ça se passe dans la réalité. Mais disons, ça explique le principe. Vous avez ici un gros piston avec une grande surface. Et puis sur ce gros piston, vous avez posé une masse importante, okay, d'une voiture. Et puis là, vous avez un petit piston, okay, d'une petite surface. Et la question c'est, pour obtenir une certaine force F2 ici, quelle est la force F1 qu'il faut appliquer là, okay? Ici, on a une force S1 qui agit sur une petite surface S1. Là, on a une force F2 qui agit sur une grande surface S2. Okay, alors, comment est-ce qu'on fait pour résoudre ce problème? Eh bien, au hasard, vous appliquez le principe de Pascal et vous appliquez le principe de Pascal à la même hauteur dans le même liquide. C'est-à-dire que vous allez vous mettre à l'intérieur de ce liquide-là, qui en général est de l'huile, dans un circuit hydraulique, on appelle ça hydraulique, mais c'est de l'huile, c'est pas de l'eau. Pourquoi de l'huile? J'imagine parce qu'en même temps ça lubrifie. Je ne sais pas exactement pourquoi on utilise de l'huile et pas de l'eau, mais avec de l'eau on risquerait d'avoir toutes sortes de problèmes de corrosion. Je pense que c'est ça qui compte. Okay, on applique le principe de Pascal. Le principe de Pascal, il nous dit que la pression ici, elle est égale à la pression là. Okay, il nous dit ça, il nous dit P1 égale P2. Mais la pression 1, c'est quoi? Ben, la pression 1, c'est la force 1 sur la surface 1. Et puis la pression P2, la pression c'est une force sur une surface,
c'est la force 2 sur la surface 2. Okay? Donc maintenant, si vous regroupez toutes ces égalités, vous vous retrouvez avec cette condition-là, F1 sur S1 égale F2 sur S2. Et donc vous pouvez en déduire en transformant cette formule que votre force F2, c'est S2 sur S1 fois F1. Okay? Donc vous pouvez avoir une force F1 qui est très faible, par exemple 10 newtons. Hein? Par contre, si la surface S2 est 10 fois plus grande que la surface S1, eh bien, vos 10 newtons que vous appliquez ici, ils vont résulter en 100 newtons qui s'appliquent de l'autre côté. Donc, en exerçant une petite pression à un endroit du circuit, sur un petit piston, vous pouvez obtenir une force importante à un autre endroit du circuit sur un gros piston. C'est ça le principe de la presse hydraulique. Après, comment ça marche dans la réalité? Ben évidemment que le petit piston qui est là, si vous voulez faire lever votre voiture, disons, d'une certaine distance, ben vous avez besoin de déplacer un assez gros volume de fluide. Donc le petit piston qui est là, dans un système industriel, vous allez le remplacer par une pompe. Une pompe, c'est rien d'autre qu'un piston qui fait plusieurs... Okay, donc là, vous allez mettre une pompe, ça va pomper votre liquide assez facilement, et ça va résulter dans une force importante de l'autre côté. Ok? Ça, c'était pour le principe de la presse hydraulique. Je ne vais pas en dire plus, parce que j'aimerais maintenant en arriver à la force d'Archimède. Le principe d'Archimède, vous en avez déjà entendu parler du principe d'Archimède, j'imagine. Qu'est-ce qui vous dit le principe d'Archimède? Vous savez? Vous avez le droit d'ouvrir vos micros pour venir me dire ce que dit le principe d'Archimède. C'est quoi? Alors, ça commence... sur un bateau. Attends, ça commence par tout corps plongé dans un liquide. Il faudrait dire fluide, mais bon, c'est tout corps plongé dans un liquide. C'est quoi la suite? Hein? Tout corps plongé dans un liquide en ressort mouillé, c'est ça le principe d'Archimède? Ça c'est le principe d'Archimède pour les enfants. Mais le vrai principe d'Archimède, c'est quoi? Tout corps plongé dans un liquide ressent une force dirigée vers le haut égale au poids du liquide déplacé. Vous avez déjà entendu ça? C'est connu pourtant. Vous avez déjà entendu cette phrase ou pas? Tout corps plongé dans un liquide ressent une force dirigée vers le haut égale au poids du liquide déplacé. Vous avez déjà entendu ou pas? Allô? Il n'y en a pas un deuxième qui peut ouvrir son micro? J'ai l'impression d'avoir une classe devant moi. Écoutez, c'est pénible. Ouvrez 2-3 micros, s'il vous plaît. Puis taisez-vous après quand vous avez ouvert les micros. Ok? La question n'est pas difficile. Est-ce que vous avez déjà entendu cet énoncé du principe d'Archimède ou pas? Oui? Non? Non. Ok. Eh ben maintenant, vous l'avez entendu. C'est difficile de vous faire parler quand même, hein? Beaucoup plus difficile qu'en classe. Alors, tout corps plongé dans le liquide ressent une force. Alors, comment est-ce que ça marche, cette histoire? Supposons que vous avez de l'eau. Ok? Et puis, dans l'eau, vous allez mettre un objet. Imaginons que dans l'eau, vous allez mettre un bateau. Ok? Ça, c'est un bateau vu de devant. Qu'est-ce qui se passe avec l'eau quand vous mettez le bateau dans l'eau? Évidemment, dans l'océan, ça ne se voit pas parce que l'océan, il est très grand. Mais si vous êtes, par exemple, dans une écluse, vous êtes dans un endroit fermé, quand vous mettez le bateau dans l'eau, le niveau d'eau, il va augmenter un petit peu. On est d'accord? Le niveau d'eau ici, quand vous mettez votre bateau dans l'eau, il va augmenter. Et puis l'augmentation de niveau, elle correspond à ce volume-là. Le volume du bateau qui est sous l'eau, la coque du bateau, eh bien, elle déplace de l'eau. Elle oblige l'eau à s'enlever de là où elle était,
Et puis l'eau, il faut qu'elle aille ailleurs. Alors elle va où? Elle va au-dessus de la surface. D'accord? Quand vous mettez un bateau dans l'eau, le niveau d'eau augmente. Eh bien, cette eau-là, elle a une force de pesanteur. Vous l'avez poussée un peu plus haut. Cette eau-là, elle veut redescendre. En redescendant, enfin l'eau, elle exerce une pression sur la coque du bateau. Et donc, la coque du bateau ressent une force vers le haut. Et on verra que cette force vers le haut, elle est donnée par le poids du liquide qui se trouvait là, à la place où maintenant on a mis la coque du bateau. C'est ça le contenu de la loi. Et puis vous pouvez comprendre cette force d'Archimède de manière très simple. Je vais vous faire un dessin tout simple. On ne va pas prendre des objets qui flottent parce que les objets qui flottent c'est plus compliqué. On va prendre un objet qui est entièrement dans l'eau. D'accord? Ça c'est un objet, il a un certain volume V, il a une certaine masse volumique ρ objet. Volume V, masse volumique ρ objet. Il a une hauteur ici que j'appelle H. Et puis il a une surface là en bas que j'appelle S. Puis évidemment la surface on la retrouve en haut parce que l'objet est un objet régulier. C'est un polyèdre régulier. Alors, tout ça est dans l'eau. Qu'est-ce que vous pensez de la pression ici au sommet de l'objet et là en bas de l'objet? Est-ce qu'elle sera la même, la pression de l'eau? Qu'est-ce que vous en pensez? C'est pas la même chose. Pourquoi c'est pas la même chose? Alors explique-moi, pourquoi c'est pas la même pression? Parce qu'au plus on descend, plus il y a de pression. Exactement. Donc ici, tu as une certaine pression à ce niveau-là que je vais appeler P1. Je ne vais pas la calculer. Okay? Cette pression P1, elle résulte de la hauteur de liquide qu'il y a ici, entre le haut de l'objet et la surface. P1. Qu'est-ce qu'on a comme pression en bas? P2, elle sera évidemment plus grande que P1. Donc P2, ce sera P1 plus quoi? Est-ce que tu arrives à me dire ça? Ou est-ce que quelqu'un arrive à me dire ça? De là à là, on est allé plus profond dans le liquide d'une hauteur H. Donc ça, c'est simplement ρ liquide GH. Okay? La pression P2, c'est la pression P1 plus la pression partielle du liquide sur la hauteur de l'objet. D'accord? Donc il y a une pression P1 qui agit en haut et qui a tendance à pousser l'objet vers le bas. Et puis il y a une pression P2 qui est plus importante en bas de l'objet parce que le bas de l'objet il est plus profond. Et cette pression P2, elle donne lieu à une force F2 qui va vers le haut. Alors que là, la force F1 est d'aller vers le bas. Et si maintenant on fait la différence de ces deux forces, vous voyez clairement qu'il y a une force vers le haut. Donc la force d'Archimède est due bêtement au fait que quand un objet a une certaine taille, il y a plus de pression sur le bas de l'objet que sur le haut, et donc cette différence de pression, elle fait que l'objet est repoussé vers le haut. C'est tout. C'est ça. D'accord ? Alors après, on peut faire toutes sortes de calculs. Ok ? Mais le principe, il est là. On peut maintenant faire le calcul de la force d'Archimède. Comment est-ce que je vais calculer cette force d'Archimède? La force d'Archimède, je peux dire que c'est la force 2 qui agit vers le haut, moins la force 1 qui agit vers le bas. Je travaille en norme, là, je ne travaille pas en vecteur. Okay? Vous voyez que là, sur le bas de l'objet, on a une force F2 qui agit vers le haut, et puis sur le haut de l'objet, on a une force F1 qui agit vers le bas. Ok? Bon. Et alors, on peut donc écrire quoi?
On peut donc écrire que, alors attention, on sait que la pression, c'est la force divisée par la surface. Donc la force, c'est la pression fois la surface. D'accord? Donc ces forces-là, la force F2, je vais l'exprimer comme P2 fois la surface de l'objet. Et puis la force F1, je vais l'exprimer comme P1 fois la surface de l'objet. Vous me suivez? Ça va? Et puis P2 et P1, je les ai là. Ok? Donc P2, bah, je le copie ici. P2, c'est P1 plus ρ liquide GH fois S. Ok? Moins P1 fois S. Ok? Puis maintenant, qu'est-ce que vous faites quand vous êtes à ce point-là du calcul? Qu'est-ce que vous feriez, vous? Il y a des choses qui s'annulent, regardez bien. On a P1 fois S moins P1 fois S. Okay? Donc le terme là en P1 fois S, il s'annule avec ce terme-là. Et il vous reste que la force d'Archimède, c'est ρ liquide GHS. Ah! Mais HS, c'est quoi? La hauteur fois la surface, c'est quoi ça? La hauteur fois la surface, c'est le volume. La masse volumique. C'est le volume. La hauteur fois la surface, c'est le volume, pas la masse volumique. Non, mais il n'y a pas de problème, il ne faut pas t'excuser. Donc, vous obtenez, pour finir, que la force d'Archimède, c'est la masse volumique du liquide fois G fois le volume. Okay. Et ça, c'est une formule qui est extrêmement importante. Et puis, j'aimerais bien que dans le cours, parce qu'il y a un endroit où ça devrait être noté, c'est pas noté, ici, c'est bien la force d'Archimède. À la page 15, pardon, à la page 15, vous avez ce F2 moins F1. Eh bien, ce F2 moins F1, c'est la force d'Archimède. Ok, on vous le dit, mais on vous le dit plus tard dans le cours, et je préfère vous le dire à ce niveau-là. D'accord? Alors, on va étudier un peu maintenant cette force d'Archimède. Hein. La force d'Archimède, c'est ρ liquide GV. On va faire un certain nombre de remarques extrêmement profondes à propos de la force d'Archimède. Alors, on écrit la formule. Force d'Archimède égale ρ liquide ou ρ fluide, hein, ça peut être un gaz aussi. ρ liquide fois G fois V. C'est quoi tous ces gens-là? V, c'est le volume de l'objet. Ça veut donc dire que quoi? Bah, ça veut dire que si le volume de l'objet est plus grand, il y aura plus de force d'Archimède. D'accord? Et si le volume de l'objet est plus petit, il y aura moins de force d'Archimède. Il y a une autre chose qui est extrêmement importante, c'est que la force d'Archimède, elle ne dépend pas de la matière dont est fait l'objet. Elle dépend uniquement du liquide dans lequel cet objet est immergé. Mais si vous prenez dans le même liquide un objet plein, on va le dessiner comme ça, et un objet creux de même taille, ces deux objets auront exactement la même force d'Archimède qui agit vers le haut. Okay? Parce que la force d'Archimède, elle ne dépend jamais de la matière dont est fait l'objet. Elle dépend du liquide. Donc si vous changez le liquide, si vous mettez de l'huile à la place de l'eau, l'huile c'est plus léger, vous aurez une force d'Archimède plus faible. Si vous mettez du mercure à la place de l'eau, vous aurez une force d'Archimède beaucoup plus forte. Okay? Dans le mercure, la force d'Archimède est tellement forte que vous pouvez faire flotter du fer. Okay? Vous pouvez toujours courir pour faire flotter du fer sur de l'eau, mais sur du mercure, vous pouvez. Et puis, j'aimerais maintenant qu'on revienne à notre définition, et qu'on essaye de la comprendre. Je réécris cette définition. Ρ liquide fois G fois V.
Mais maintenant, ρ liquide fois V, ça pourrait être quoi comme quantité? D'abord, regardons les unités peut-être. Hein? Le ρ liquide, c'est quoi comme unité? Je vais attendre 3 heures que quelqu'un se manifeste. Vous êtes en train de m'écouter au moins ou je parle pour rien? On vous écoute. Bon, ok. Alors, le ρ liquide, c'est des kilos par mètre cube. Le volume, c'est quoi comme unité? C'est quoi l'unité standard du volume? Vous savez ça? C'est les mètres cubes, le volume. Ok? Donc des kilos fois des, sur mètre cube fois des mètres cubes, ça vous donne ici des kilos. Donc ρ fois V, c'est une masse. Ben oui, vous le savez. Parce que vous savez que ρ, c'est la masse sur le volume. Donc vous savez que la masse, c'est ρ fois le volume. Ok? Donc ça, ρ liquide fois V, ça, c'est la masse de liquide. Ok? Donc la formule pour la force d'Archimède, je peux la réécrire comme ça. Ok? La masse du liquide fois G. La masse du liquide, c'est le liquide qui a été déplacé, c'est le liquide qui était à la place de l'objet. Hein? C'est la masse volumique du liquide fois le volume de l'objet, fois G. Eh bien, ça, c'est tout simplement une formule qui vous donne le poids du liquide déplacé. Ok? Donc c'est vraiment, ça correspond maintenant vraiment à la définition, enfin à l'énoncé que je vous ai donné tout à l'heure. Tout objet plongé dans un liquide ressent une force verticale dirigée vers le haut, égale au poids, la force de pesanteur, du liquide déplacé. La force de pesanteur du liquide déplacé, c'est la masse de liquide fois G. D'accord? Après, on préfère l'exprimer comme ça. Pourquoi est-ce qu'on préfère exprimer la force d'Archimède comme ça? Parce qu'on va voir maintenant qu'on peut exprimer en même temps la force d'Archimède et la force de pesanteur à partir des masses volumiques, et là ça donne une interprétation intéressante. D'accord? Alors ça je vais le faire maintenant. Parce qu'évidemment je ne vous ai pas tout dit, on ne dit jamais tout en une fois, je ne vous ai pas tout dit parce que cette masse, cet objet qu'on met dans l'eau, bah, il a aussi une force de pesanteur. Okay? Donc maintenant, je peux m'intéresser à la force résultante qui agit sur l'objet qui est immergé dans l'eau. Donc là, j'ai la surface de l'eau. Enfin, je dis l'eau parce qu'on a tellement l'habitude de mettre des objets dans l'eau, mais en fait, c'est un fluide. Okay? Ça peut être un liquide ou un gaz. Disons que je mets mon objet quelque part dans mon fluide. Ok? Je vais le faire en 2 dimensions, pas en 3. Cet objet, il ressent quoi comme force? Il ressent une force d'Archimède vers le haut, et on a vu que cette force d'Archimède, elle est donnée par la masse volumique du liquide fois G fois le volume de l'objet. D'accord? Ça, c'est ce qu'on vient de montrer, de faire. Mais il y a évidemment aussi, agissant sur cet objet, une force de pesanteur qui, elle, agit vers le bas. Okay? Alors maintenant, je ne sais pas si dans ce cas-là, la force de pesanteur est plus grande ou plus petite que la force d'Archimède, ça dépend de l'objet. Mais j'aimerais arriver à une formulation de cette force de pesanteur. La force de pesanteur, c'est la masse fois G. On est d'accord? La masse, c'est la masse de l'objet. Il faudrait peut-être que je le note de manière claire. La force de pesanteur, c'est la masse de l'objet fois G. Mais la masse de l'objet, vous pouvez l'écrire autrement. Vous pouvez l'écrire à l'aide de la masse volumique. La masse de l'objet, c'est la masse volumique de l'objet fois son volume, selon la même définition qu'on a vue avant. La masse volumique, c'est la masse divisée par le volume, donc la masse, c'est la masse volumique fois le volume. Okay? Donc cette force de pesanteur, je vais finalement l'écrire comme ρ objet GV. Ça, c'est la force de pesanteur. Okay?
Et vous voyez que maintenant, avec ce petit subterfuge, j'ai réussi à exprimer la force d'Archimède et la force de pesanteur de deux manières très semblables, comme une masse volumique fois G fois V. Okay? Donc je vais les écrire ici les deux. La force d'Archimède, c'est ρ liquide GV. La force de pesanteur, c'est ρ objet GV. D'accord? Et puis, la force résultante, c'est quoi la force résultante? Ben, la force résultante, c'est une des forces moins l'autre. Alors, on va dire que je vais choisir de mettre la force résultante vers le bas. Je vais supposer que la force de pesanteur est plus grande que la force d'Archimède. Okay. Ça, c'est une question de choix. Okay. Donc, la force résultante, ce sera la force de pesanteur moins la force d'Archimède. Okay. La force de pesanteur, c'est quoi? C'est ρ objet GV moins la force d'Archimède, qui est ρ liquide GV. Vous êtes avec moi là? Ça se passe bien? Vous me suivez? Hein? Oui. Oui. Et alors maintenant, je peux mettre en évidence le G et le V. Et qu'est-ce que je trouve? Je trouve ρ objet moins ρ liquide GV. Et ça, c'est la force résultante agissant sur un objet. Hein? Ça, c'est la force, par exemple, que vous ressentez quand vous rentrez dans votre baignoire. Quand vous êtes hors de la baignoire, bah, vous vous sentez normalement lourd parce que vous sentez votre force de pesanteur et c'est ça que vos membres portent. Et puis quand vous rentrez dans l'eau, s'ajoute à cette force de pesanteur une force d'Archimède qui vous donne une force résultante. Alors dans l'eau, pour un être humain, la force résultante, elle est proche de 0. D'accord? Donc on va maintenant étudier ce que cette formule signifie. Je vous signale quand même que toutes les choses que j'ai faites aujourd'hui se trouvent dans votre cours. Donc le premier calcul avec la différence de pression entre le haut et le bas de l'objet, il est fait ici. Ça se termine par cette formule où je vous ai demandé de rajouter FA égale devant, pour que ce soit clair. Et puis ensuite, à la page suivante, eh bien, on calcule la force résultante, comme FP moins cette différence-là, qui est juste la force d'Archimède. On refait le calcul que je vous ai donné, que je vous ai fait, pour finalement tomber sur cette équation. Et cette équation, elle est très intéressante à interpréter. Hein, parce que vous avez ρ objet moins ρ fluide GV. Et cette force résultante, on l'a pris, on l'a définie comme ça. On l'a définie comme la force de pesanteur moins la force d'Archimède. Ça veut dire que la force résultante, si elle est positive, elle va vers le bas. Bon. Alors, si F résultante est positive, qu'est-ce que ça veut dire? Si la force résultante est positive, elle va vers le bas. Qu'est-ce que vous pensez que ça veut dire pour un objet qui est dans l'eau que d'avoir une force résultante qui va vers le bas? Qu'est-ce que vous imaginez? Il va faire quoi cet objet? Vous avez un objet dans l'eau avec une force résultante qui va vers le bas. Qu'est-ce qu'il fait l'objet? M'inquiétez là. Il flotte. Ah bah non, c'est une force résultante qui va vers le bas. Pourquoi veux-tu qu'il flotte? Non, il coule. Il coule, ok? Si F résultante est positive, l'objet coule. Maintenant, si la force résultante est positive, le G il est positif, le volume il est positif, donc ça veut dire que ça, c'est positif, ok? Ça veut dire que le ρ de l'objet moins le ρ du fluide, ça doit être positif. Et si ça, c'est positif, ça veut dire que ρ objet est plus élevé que ρ fluide. Donc, quelle est la leçon à retenir de tout ça? C'est que tous les objets qui ont une masse volumique plus élevée que celle du liquide coulent dans ce liquide, et tous les objets, on le verra après, qui ont une masse élevée plus faible que celle, une masse volumique plus faible que celle du liquide, ben eux, ils vont flotter. Ok?
on peut faire ici le calcul. Si la force résultante est négative, comme quand elle est positive, elle est vers le bas, alors quand elle est négative, elle est vers le haut. Donc l'objet, il flotte. Et puis, si on veut que ce machin-là soit négatif, ça c'est positif, ça c'est positif, donc il faut que cette parenthèse-là soit négative. C'est-à-dire qu'on veut que ρ objet moins ρ fluide soit négatif. Et si vous passez le ρ fluide de l'autre côté, ça veut dire que ρ objet, est plus petit que ρ fluide. Okay? Ça veut dire que l'objet a une masse volumique plus faible que celle du liquide. Okay? Donc quand vous prenez un objet en bois, que vous le mettez dans l'eau, il flotte. Pourquoi? Parce que la masse volumique du bois, en général, est plus faible que la masse volumique de l'eau. Il y a certains bois qui sont plus lourds que l'eau, qui coulent, mais enfin, c'est plutôt l'exception. Si vous prenez du sapin, ça va flotter. Okay? Ici, si vous prenez un objet comme un caillou ou un bout de métal, la masse volumique de l'objet est beaucoup plus grande que la masse volumique du fluide si vous êtes dans l'eau. Et donc, votre objet, il va flotter. Il va couler, couler. Okay? Et puis, une dernière chose, qu'est-ce qui se passe si la masse volumique de l'objet est égale à la masse volumique du fluide? Qu'est-ce que vous pensez qui se passe? Allô, allô? Si vous mettez dans l'eau un objet dont la masse volumique est identique à celle de l'eau, qu'est-ce qui va se passer avec cet objet? Il va flotter, il va couler. Il va faire quoi? Il va flotter. Pourquoi? Si la masse volumique de l'objet est égale à celle de l'eau, la force résultante, elle est nulle. Donc si tu mets un objet à un endroit dans l'eau, il va y rester. Okay? Et c'est un comportement qu'on appelle flotter entre deux eaux. Tu as les réponses ici. Donc si le ρ de l'objet est plus grand que le ρ du fluide, l'objet coule. Si le ρ de l'objet est plus petit que le ρ du fluide, l'objet va monter et se mettre à flotter. Mais si la masse volumique de l'objet est égale à la masse volumique de fluide, eh bien l'objet il va rester sur place dans l'eau. Alors vous pouvez faire une expérience si vous voulez, toute simple. Pour avoir un objet qui a la même masse volumique que l'eau, vous prenez un sac plastique et vous le remplissez d'eau et vous le fermez correctement. Vous le bouchez. Okay? Ça vous fait votre sac plastique qui est rempli d'eau. Le plastique, il est très très fin, donc ça ne va pas contribuer de beaucoup à la masse volumique de l'ensemble. Et donc vous allez avoir un sac plastique rempli d'eau qui a la masse volumique de l'eau. Eh bien ce sac plastique rempli d'eau, si vous le mettez dans l'eau, il va ni couler ni flotter, il va rester à la même profondeur. Et puis il va finir par se faire bouffer par une tortue marine et puis on va avoir des problèmes. Je rigole. Ok? C'est pour essayer de vous faire réagir un petit peu. D'accord? Vous avez compris la force d'Archimède? Vous avez compris la force d'Archimède? C'est pas totalement évident. Je vais encore vous raconter une chose qui peut-être va vous faire comprendre mieux. Okay? Je vais vous parler du cas des bateaux. Alors, imaginez un bateau. Imaginez que là, j'ai un bateau. Okay? Et puis là, j'ai un autre bateau. Alors, c'est les mêmes bateaux, c'est le même constructeur, la même architecture. Ok? Mais un des bateaux, il contient plein de marchandises dans ses cales. Il est très très chargé. Disons que ce bateau, il a une masse de... J'ai aucune idée de la masse d'un bateau. Ok, on va dire 1000 tonnes. Et puis ce bateau-là qui a les cales vides, hein, il ne transporte rien.
ce bateau-là, il a une masse de 500 tonnes. Si je les mets dans l'eau, ces deux bateaux, est-ce qu'ils vont flotter de la même manière ou pas? Qu'est-ce que vous en pensez? Si je les mets dans l'eau, ici j'ai l'eau, je fous ces bateaux à l'eau, est-ce qu'ils vont flotter au même niveau ou est-ce qu'il y en a un qui va flotter différemment de l'autre? Qu'est-ce que vous pensez? Allô, allô? Le 100 tonnes, les deux vont flotter, mais le 100 tonnes il va être un peu plus dans l'eau. Lequel? Le deuxième? Oui. Oui. Et pourquoi? C'est juste. Mais maintenant, il faut que tu m'expliques pourquoi. Mais bon, je ne peux pas non plus m'acharner sur toi, t'es le seul qui parle. Et puis comme t'es le seul qui parle, je m'acharne. Alors je vais arrêter de m'acharner sur toi. Ok? Tes deux bateaux, le bateau qui est vide, il ne va pas flotter très profond. Ok? Parce que le bateau qui est vide, qu'est-ce qu'il a? Il a une force de pesanteur qui est relativement faible. C'est combien la force de pesanteur de ce bateau? Vous savez, la force de pesanteur de ce bateau, c'est quoi? Dites-le moi, environ. Vous connaissez la masse, vous savez me dire la force de pesanteur quand même, non? Ou est-ce qu'il faut que je vienne à la maison vous secouer personnellement, chacun d'entre vous? Vous connaissez la masse. La force de pesanteur, c'est la masse fois G. Si la masse, c'est 500 tonnes, donc 500 000 kilos, la force de pesanteur, ça va être environ 5 millions de newtons. On est d'accord? Oui? On est d'accord ou pas? Vous êtes dur avec moi. Vous êtes dur avec moi. Oui. Non mais les autres aussi, causez un peu. Au lieu de laisser le pauvre... comment il s'appelle? C'est qui toi? Je sais même pas qui, j'ai oublié qui tu es. Je reconnais pas ta voix. Ok? Venez parler aussi. Ce bateau-là, ok, pour flotter, il doit avoir une force d'Archimède qui compense la force de pesanteur. C'est ça qui détermine à quel niveau il va flotter. On appelle ça la ligne de flottaison sur un bateau. Et la ligne de flottaison, elle vous permet de savoir si le bateau est chargé ou pas. Donc ce bateau-là, il a une force de pesanteur de 5 millions de newtons. Donc il va lui falloir une force d'Archimède aussi de 5 millions de newtons. Donc il va s'enfoncer dans l'eau jusqu'à ce que la force d'Archimède atteigne 5 millions de newtons, puis il va se stabiliser là. Parce que la force d'Archimède, elle augmente quand le bateau descend dans l'eau, vu que le volume du bateau qui est dans l'eau augmente. Et puis, si je prends l'autre bateau, j'exagère un peu mon dessin, mais pas tant que ça. L'autre bateau qui a la cale pleine de pétrole ou de bêtises produites inutilement en Chine, eh bien, cet autre bateau, lui, il aura une force de pesanteur 2 fois plus grande, parce que sa masse, c'est le double. Donc la force de pesanteur de ce bateau-là, c'est pas 5 millions de newtons, mais c'est 10 millions de newtons. Et donc, pour maintenir ce bateau à flot, il faut une force d'Archimède qui fasse aussi 10 millions de newtons. D'accord? Et pour avoir une force d'Archimède qui fait 10 millions de newtons, eh bien, il faut avoir 2 fois plus de volume d'eau déplacé. Donc le bateau, il va se placer beaucoup plus bas. Il va être beaucoup plus profond dans l'eau. Et la ligne de flottaison du bateau, elle va se trouver beaucoup plus haut sur la coque que pour le bateau vide. Vous avez déjà vu une ligne de flottaison de bateau? Parce que là, je commence à avoir des doutes. En plus, je ne sais pas ce que vous faites. Ok. Si je fais une recherche, vous voyez là l'écran? Allô? Vous voyez ou pas? Oui, on voit. Ah, laissez vos micros ouverts. Ok. Vous voyez sur un bateau. Vous voyez ça? Vous avez déjà vu sur un bateau ces graduations? Alors, je ne peux pas exactement vous dire à quoi correspondent ces graduations.
Si c'est des graduations en mètres, ça m'étonnerait en mètres, parce que je vois pas 28 mètres d'où ça pourrait venir. Ça peut être en tonnes en fonction de la charge du bateau, mais un bateau, il ne flotte pas toujours de la même manière. Un bateau chargé va flotter plus profond qu'un bateau qui n'est pas chargé. Okay? Et la ligne de flottaison, eh bien, vous pouvez lire sur la ligne de flottaison du bateau. Alors regardez, là vous avez un exemple. Ça c'est la proue d'un bateau, donc ça c'est la partie avant du bateau. Et puis vous avez cette espèce de gros bitonio à l'avant qui est là pour casser un peu l'eau, casser les vagues, etc. Et vous voyez que là-dessus, vous avez des niveaux de référence. Et en fonction de la charge du bateau, eh bien, son niveau, sa ligne de flottaison va changer. D'accord? Je vous apprends ces trucs, hein, c'est même pas dans le programme que je vous apprenne les lignes de flottaison des bateaux. Je vais vous facturer un supplément. J'essaye d'être drôle, mais malheureusement, quand personne parle, c'est un peu compliqué. D'accord? Ok? Ouais, ça, je sais pas ce que ça vous raconte. Ça doit vous raconter la même chose. Bon, bah, ça, écoutez, je vais pas vous lire ça. C'est pas le but. Ok? Mais souvenez-vous que la force d'Archimède, elle dépend de la masse volumique du liquide. Et puis, elle dépend du volume de l'objet uniquement. Ok, laissez-moi voir ce que je voulais encore faire comme exercice. Je peux voir ce que j'ai fait avec l'autre classe. Voilà, on va faire le premier exercice. Et puis, je vais vous laisser faire l'exercice suivant pour la semaine prochaine. Ça fera donc pour le 26-5. Ok. Exercice 4.2. Là, j'aimerais bien qu'il y ait un petit peu de retour. Ce serait sympa. Alors, attendez, je rouvre mon truc. Voilà. Donc, l'exercice 4.2. D'après votre expérience personnelle, un être humain qui se baigne dans le lac, flotte-t-il, coule-t-il ou reste-t-il sur place? C'est quoi votre expérience personnelle? Vous collez, vous flottez, vous coulez, vous flottez, vous restez sur place. Si vous faites la planche, par exemple, ok? C'est clair que si on veut... On coule, pardonnez. Si tu fais la planche, tu flottes. Enfin, on flotte. Voilà. Ouais. Donc on est bien d'accord que si on veut répondre à cette question, il ne faut pas supposer qu'on est en train de nager, parce que si on est en train de nager, il y a toutes sortes de considérations liées au mouvement qui interviennent. Okay? Il faut vous mettre dans une situation où vous ne nagez pas, et une situation où vous ne nagez pas, c'est par exemple quand vous faites la planche. On est d'accord? Ok? La prochaine fois que vous ferez la planche à la piscine, si vous pouvez encore aller en piscine de votre vivant le jour où ça va rouvrir, vous allez constater que quand vous faites la planche, si vous gonflez vos poumons, vous tenez bien, vous faites bien la planche, et puis si vous dégonflez vos poumons, eh ben, vous avez tendance à descendre. Pourquoi? Vous avez une idée? Qu'est-ce que ça fait du point de vue de la force d'Archimède quand je gonfle mes poumons? Je gonfle mes poumons. Ça veut dire quoi? Il y a plus d'air dans les poumons. Oui, il y a plus d'air, mais est-ce que l'air, ça nous fait flotter? Comment est-ce que l'eau sait que j'ai de l'air dans les poumons? Elle n'en sait rien, l'eau. Ok? Qu'est-ce que ça change principalement à mon corps? Je te rappelle que dans la force d'Archimède, tu as la masse volumique du liquide, le G et le V. Donc si ça change la force d'Archimède, ça doit changer un de ces trois paramètres. Quel est le paramètre qui change? Si tu rends... Le V, ok? Quand tu augmentes, quand tu remplis tes poumons d'air, tu augmentes le volume de ton corps. Donc en fait, tu diminues la masse volumique moyenne de ton corps. Mais si tu augmentes le volume de ton corps, la force d'Archimède, elle augmente. Donc, si tu veux mieux flotter en faisant la planche, tu dois gonfler tes poumons.
Et puis si tu veux couler quand tu fais la planche, ben, tu n'as qu'à vider tes poumons, puis tu verras, c'est très efficace pour couler. D'accord? Alors ça, c'est un truc qui est génial quand vous faites de la plongée, parce qu'en plongée, évidemment, on doit régler la flottabilité. Donc si on veut plonger, on doit être à une flottabilité nulle. C'est-à-dire qu'on doit avoir la force d'Archimède qui compense la force de pesanteur, de manière à être pas tiré vers le haut ou à couler. Alors on règle la flottabilité sous l'eau avec quelque chose qu'on appelle la stab, c'est une espèce de grosse poche à air qu'on met sur le dos. Donc en modifiant le volume de la stab, on modifie la flottabilité. Mais ça, c'est un réglage relativement grossier. Et le réglage fin de la flottabilité se fait avec les poumons. C'est-à-dire que si je suis en plongée, je vois un rocher devant moi, je vois une falaise, j'arrive à plat comme ça, je vois devant moi une falaise. Eh bien, avant la falaise, disons que je dois monter de 2 mètres, avant la falaise, je remplis mes poumons, ça augmente ma force d'Archimède, donc là je vais monter tout naturellement, je vais continuer à nager tout droit, je vais passer au-dessus de mon obstacle, et quand j'ai dépassé l'obstacle, je vide mes poumons, et là je redescends au niveau où j'étais avant. Et ça, c'est un truc en plongée qui est absolument génial, parce que ça vous donne véritablement l'impression de voler. Quand vous êtes en plongée, que vous avez un certain niveau, c'est clair qu'il ne faut pas être dans tous les sens. Mais quand vous avez un certain niveau de plongée et que vous arrivez à régler votre niveau de flottabilité avec votre respiration, c'est un truc absolument génial que je vous recommande. Mais faites bien attention en faisant de la plongée, faites-le uniquement avec des professionnels sérieux. Ok ? Bon, donc ça, c'était pour la petite histoire. Maintenant, puisque on a vu que la force d'Archimède, elle était faible. On est d'accord que la force d'Archimède est faible sur un être humain qui flotte ou pas? Hein? La force résultante, pardon, pas la force d'Archimède. Sur un être humain qui flotte, on a la force de pesanteur vers le bas, la force d'Archimède vers le haut. Et si le gars flotte, ça veut dire que la force résultante, elle est à peu près zéro. C'est ça que ça veut dire. Ok? Si votre force résultante est à peu près zéro, ça veut dire quoi pour la masse volumique d'un être humain? Qu'est-ce que vous pensez qu'est la masse volumique d'un être humain à peu près? Est-ce que c'est proche de celle de l'eau? Est-ce que c'est très différent de celle de l'eau? Vous en foutez. Ah, comme de l'an 40. Mais répondez-moi. Oh là 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 là. Alors, la force d'Archimède, pardon, la force résultante, je ne vais pas y arriver. La force résultante, c'est le ρ de l'objet moins le ρ du liquide, fois G fois V. Si vous voulez que cette force résultante soit à peu près nulle, c'est-à-dire que vous allez être à la limite de flotter, okay, si vous voulez que cette force résultante soit à peu près nulle, eh bien il faut que cette parenthèse-là soit 0, près de 0. Donc ça veut dire que le ρ de l'objet est à peu près égal au ρ du liquide. Ça veut dire qu'un corps humain a à peu près la masse volumique de l'eau. Et ça vous étonne qu'un corps humain ait à peu près la masse volumique de l'eau? Bah, ça ne devrait pas, dans la mesure où un corps humain c'est fait à 70% d'eau. Alors la masse volumique d'un corps humain, c'est un peu plus que l'eau. Maintenant, si vous remplissez vos poumons, vous allez augmenter votre volume sans augmenter significativement votre masse. Donc, si vous gonflez vos poumons, vous diminuez votre masse volumique, vous flottez mieux. Si vous videz vos poumons, vous diminuez votre masse volumique et vous allez couler un petit peu. D'accord? Bande d'escogriffe, pourquoi est-ce que vous fermez vos micros? J'aimerais bien savoir. J'aimerais bien que vous me disiez la vérité. Est-ce que c'est parce que, en fait, vous écoutez rien et vous faites autre chose pendant les cours? Hein? Dites-moi. Si j'écoute. Oui, mais mettez-vous à ma place. Moi, je suis en train de parler. Il y en a un qui écoute, et puis les autres, je ne sais pas ce qu'ils font. Enfin, bref. Bref. J'espère que l'année prochaine, on pourra reprendre les cours en présentiel. Et puis voilà.
Non, on a juste du bruit. Ouais, d'accord. Bon, c'est vrai que moi, j'ai à la fois le bonheur et le malheur d'habiter seul. Donc c'est vrai que chez moi, je peux faire autant de bruit que je veux. À part s'il y a mon chien qui gratte à la porte pour entrer, vous entendrez rien, quoi. Hmm. Ok. Alors écoutez, je vais maintenant... Seulement, j'arrive pas à voir ce qui est marqué là. Voilà, arrêter la présentation. Donc là, je me retrouve face à vous. Je vous demande de faire l'exercice 4.3 pour la semaine prochaine. Et puis la semaine prochaine, on verra ce qu'on peut faire. On traitera on fera quelques exercices sur la force d'Archimède et puis les objets qui flottent. Parce que les objets qui flottent, c'est encore un poil plus compliqué. Les objets qui coulent, c'est facile, ils coulent. Donc ils sont toujours dans l'eau. Mais les objets qui flottent, selon leur masse volumique, ils vont flotter à différents niveaux. Comme je vous l'expliquais avec le bateau. Et donc il y a une possibilité de calculer ces niveaux, mais ça demande un petit bout de raisonnement en plus qu'on fera la semaine prochaine. Ok ? Alors je vous souhaite une bonne fin de journée. Bon, j'ai presque fait 1h30 aujourd'hui. Je vous souhaite une bonne fin de journée. Essayez de faire l'exercice 4.3 pour la prochaine fois. Et puis on se revoit la semaine prochaine. D'accord. Au revoir. Au revoir. Merci, Bonne au revoir. journée. Au revoir. Au revoir. À mardi prochain. Au revoir.